ça va être enregistré apparemment. Et donc, on voit ici ce résumé. Donc, la fente dirigée vers le septum, qui est celle du CAV, vous voyez ce défect dans le feuillet antérieur, et puis cet aspect triangulaire avec cette fente dirigée vers les vaisseaux, dans une vue sous-costale ici, qui est la fente de type outlet. Alors maintenant, quand ça bouge, voilà une fente de type canal atrioventriculaire, ou dirigée vers le septum interventriculaire, de type affrontement des deux hémivalves. À nouveau ici, avec deux piliers rapprochés, comme on le voit dans les canaux atrioventriculaires, et à nouveau cette image de fente, donc qui coupe en deux comme un coup de ciseau dans le feuillet antérieur. Et puis ici, cette fente qui est dirigée vers le haut. Là, vous voyez, vers le haut, il y aurait théoriquement la valve pulmonaire, mais il y a aussi la valve aortique. Alors, bien sûr, on est en petit axe dans le plan des feuillets, donc on ne voit pas la valve aortique. Et donc, ça, c'est une fente de l'outlet. Ça, c'est un sujet important parce que beaucoup de cardiopathie congénitale, on observe des fentes de la voie d'éjection dans beaucoup de cardiopathies congénitales, ainsi que des fentes de CAV dans certaines d'entre elles qui ne sont pas des CAV. Voilà ici une autre fente de l'outlet. Vous voyez ici le feuillet mural en arrière que je montre avec ma flèche et une fente de l'outlet qui est très proche de la commissure antérolatérale. Voilà à nouveau une fente de type CAV à gauche, une fente de outlet à droite. Je pense que là, vous avez les images en tête et vous avez vu comment c'était. Donc, bien sûr, ces fentes de la voie d'éjection peuvent créer des problèmes. Et là aussi, c'est un sujet important dans les anomalies de la valve mitrale, puisqu'elles peuvent créer des obstructions dans la voie d'éjection. Elles peuvent être responsables de ce qu'on appelle des blebs, c'est-à-dire des formations bulleuses dans la voie d'éjection. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et ces fentes de la voie d'éjection sont celles qui vont donner ce qu'on appelle le straddling mitral, c'est-à-dire les insertions d'une partie de la valve mitrale dans le ventricule droit au travers d'une communication interventriculaire qui est toujours une communication interventriculaire de la voie d'éjection dans le straddling mitral. Donc voilà l'aspect obstructif d'une fente mitrale et vous voyez ici qu'en plus se développe une membrane sous-aortique en association avec cette fente et vous voyez les deux passages, celui entre le feuillet mural et la partie postérieure de la valve antérieure, et puis ici, la fente entre les deux parties postérieures et antérieures de la valve antérieure. Le bleb, donc c'est une sorte de formation bulleuse qui est en fait une fente, mais qui n'est pas complètement attachée sur la cloison interventriculaire, et donc vous pouvez voir ici, ce bleb mitral, on voit de temps en temps la valve aortique qui est bicuspide d'ailleurs, puis le bleb mitral qui est en position de fente de la voie d'éjection. Et vous voyez cette image de bulle ici dans la voie de sortie du ventricule gauche qui est l'équivalent en fait anatomique d'une fente mitrale de l'outlet. Voilà une autre image un peu plus impressionnante de bleb mitral plus ou moins obstructif dans la voie d'éjection. Le straddling, comme je vous le disais, c'est une insertion de cette fente dite de la voie d'éjection dans le ventricule droit. Et vous voyez ici, avec une communication interventriculaire de l'outlet avec un mal-alignement, autrement dit, dans un ventricule droit à double issue avec mal-alignement et communication interventriculaire sous-pulmonaire. Et donc, on voit très bien ici le straddling avec l'insertion dans le ventricule droit de la valve mitrale. Voici un autre straddling ici de la collection du M3C avec la vue ventriculaire droite où on voit la valve tricuspide et une partie du straddling mitral, également dans une CIV sous-pulmonaire. Et puis ici, la vue ventriculaire gauche avec la valve qui passe de l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble en écho le straddling mitral. Donc on voit ici, c'est une communication interventriculaire de la voie d'éjection, mais qui est étendue dans la partie postérieure de la cloison interventriculaire, bien sûr avec un ventricule gauche plus petit que le ventricule droit, et cet aspect de straddling, avec ici une insertion sur la crête septale de la valve mitrale, et puis ici un autre straddling mitral, donc à gauche, avec sur la légende, vous voyez les deux oreillettes, les deux ventricules, l'artère pulmonaire qui est ici, et puis l'insertion qui se fait à la fois sur la paroi latérale du ventricule droit et sur la crête septale, et puis ici le chevauchement sur une vue petit axe de la valve mitrale sur la communication interventriculaire. Donc, si on retient, forme de la voie d'éjection
blême mitral et Stradling, en fait, ce sont des degrés de gravité différents d'une même anomalie. Juste pour les citer au passage, parce que ça existe, mais c'est très rare, les fentes du feuillet postérieur, comme vous voyez ici, donnent très rarement des fuites significatives et donnent rarement des indications à être opérées. Prolapsus, fente, double orifice. Donc le double orifice, ça veut dire que la valve mitrale, au lieu de s'ouvrir comme avec le sourire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, s'ouvre avec deux orifices qui sont centrés généralement sur un pilier. Et vous voyez ici donc ces deux orifices. Donc on ne distingue pas vraiment de feuillet antérieur et feuillet postérieur. Il y a deux trous dans la valve avec ici un groupe de cordage pilier dans la partie latérale et un groupe postéromédial de cordage pilier également. Voilà à quoi ça ressemble le double orifice sur le schéma et voilà à quoi ça ressemble en échographie sur un cœur normal. Vous voyez que la valve mitrale s'ouvre comme s'il y avait des jumelles. Et donc, j'ai mis une petite animation où vous voyez ici deux orifices mitraux qui sont tous les deux centrés, si je descendais plus bas en écho, sur les piliers. Voilà à quoi ça ressemble en échographie tridimensionnelle. Donc, la valve aortique et puis ici, les orifices antérieurs et postérieurs. Donc, dans un cœur normal. Le plus souvent, les orifices sont asymétriques en taille, c'est ce que je vous montre sur cette image, et l'orifice antérieur est fendu. Donc, c'est ce qu'on voit ici. L'orifice postérieur est petit et l'orifice antérieur est plus vaste, mais en fait, l'orifice antérieur, on voit comme s'il avait une insertion sur le septum interventriculaire, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas normal dans une valve mitrale. Et donc, ça correspond en fait à une fente dirigée vers le septum interventriculaire, qui est une fente de type CAV. Donc, cette anomalie valvulaire se voit le plus souvent en association avec le canal atrioventriculaire, mais elle peut être totalement isolée avec cette anatomie-là. Voilà les deux orifices, dont l'orifice antérieur fendu. C'est ce qui est représenté sur ce schéma à nouveau, où on voit, c'est inversé comme vue, donc la tricuspide qui est à droite, la mitrale qui est à gauche. Il y a un orifice postérieur qui est ici et un orifice antérieur qui est fendu, avec une fente dirigée vers la voie d'éjection. C'est ce qu'on voit ici, l'orifice postérieur qui est assez vaste et l'orifice antérieur qui, comme vous le voyez, est fendu, puisque quand vous le voyez ici, on voit une fente vers la voie d'éjection. Parfois, c'est difficile à voir, et c'est pour ça que je vous ai montré, ici, c'est un nouveau-né qui a un canal atrioventriculaire partiel, et c'est pour vous montrer un exemple, dans un cœur qui n'est pas normal, de double orifice. Donc, quand on regarde ici, on a l'impression qu'il y a une ouverture qui est en fente ici, uniquement sur le pilier antérieur, mais si on arrête l'image, on voit qu'il y a un orifice sur le pilier postérieur. Voilà à nouveau un double orifice, cette fois-ci en vue grand axe. Et donc, on voit ici un orifice antérieur dans la chambre de chasse et un orifice postérieur qui est dirigé vers l'arrière, comme d'habitude. Donc, ces images peuvent parfois être un petit peu surprenantes. Donc, c'est pour que vous les connaissiez que je vous les montre. Exceptionnellement, dans les anomalies des feuillets, on peut avoir ce qu'on appelle des left-sided Epstein ou des Epstein à gauche. Ce sont des malformations complètement exceptionnelles où on a un aspect de pseudo-collement ou de ce qu'on appelle le tethering pour la malformation d'Epstein, surtout du feuillet postérieur ici chez ce patient. Et donc là, on voit ici que le feuillet postérieur est quasiment attaché. On voit qu'il est délaminé, il y a un petit peu de noir. Et puis, on regarde ici cet autre patient. J'ai eu un petit problème de connexion. Si on regarde ici cet autre patient, on voit que le rideau orthomitral est très long et qu'il y a aussi, pareil, un mouvement un petit peu bizarre du feuillet postérieur. Donc, ces anomalies-là, vous les verrez exceptionnellement, c'est bien sûr responsable de fuites mitrales, souvent très importantes. Les anneaux supravalvulaires ou intravalvulaires, ce sont des diagnostics différentiels du cœur triatrial. Je vous montre très brièvement le cœur triatrial que vous avez vu dans le cours RVPA. Et vous vous souvenez que le cœur triatrial, c'est la veine pulmonaire commune qui est incorporée de façon partielle dans le massif atrial, et que pour en faire le diagnostic différentiel avec les membranes supramitrales, eh bien dans le cœur triatrial, l'auricule gauche est situé après la membrane, et donc on voit la veine pulmonaire ici qui est dilatée, la veine pulmonaire commune qui reçoit donc les 4 veines pulmonaires, la membrane intra-auriculaire gauche, je ne vous ai pas mis la couleur, mais ça vous l'avez déjà vu, la petite oreillette gauche, l'auricule gauche qui est en dessous de la membrane, puis les cavités cardiaques. Et si on regarde sur un scanner, on voit typiquement ces mêmes images, c'est-à-dire les veines pulmonaires, la veine pulmonaire commune, la membrane qui est bien sûr percée dans le cœur triatrial, la partie dite oreillette gauche vraie,
qui reçoit l'auricule gauche, puis la mitrale, puis le ventricule gauche. Les membranes supramitrales, c'est des choses qui sont parfois difficiles à voir. Et si vous regardez cette échographie, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération ici sur la valve mitrale, comme s'il y avait une sténose mitrale. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez que la zone de convergence est située juste en amont de la valve. Et donc, quand on regarde à gauche, même si l'image est pixelisée, eh bien, on voit comme s'il y avait une image d'addition en avant de la valve mitrale qui va expliquer cet obstacle. Et donc, je vous montre ici une pièce anatomique, brièvement. C'est bien sûr des pièces qui sont faites en hands-on par le professeur Houillel. Et vous voyez ici, sur cette pièce anatomique, l'oreillette gauche est ouverte, on voit les feuillets mitraux, là où est la sonde. Voilà, le passage ici dans le feuillet mitral. Et vous voyez cette zone fibreuse, ce sorte de bourrelet qui fait le tour de l'anneau mitral, qui est la membrane supramitrale. Donc, à nouveau, sur une coupe ici, ça fait souvent partie d'un syndrome de Shawn, c'est-à-dire d'un obstacle étagé du ventricule gauche, comme vous pouvez le voir ici, avec la membrane supramitrale, le petit ventricule gauche, fibroélastosique, le septum interventriculaire très épais, la valve aortique dysplasique et rétrécie, et puis éventuellement la coarctation derrière. Et ce que vous voyez sur cette image zoomée, vous voyez les feuillets mitraux, et derrière, on voit cette petite spicule fibreuse, et quand on bascule, on voit qu'elle fait quasiment tout le tour, comme le petit pointillé rouge sur la coupe anatomique. Donc ça, c'est un anneau supramitral, ou membrane supramitrale. Parfois, c'est situé à l'intérieur de la valve, et ça peut aussi abîmer les feuillets, comme vous le voyez chez cet enfant, et vous voyez les deux petits morceaux. Et sur cette coupe anatomique, vous voyez cette zone fibreuse, cette petite anneau circulaire qu'on va réséquer pour traiter à la fois la sténose et souvent redonner de la mobilité au feuillet et réduire la fuite. De temps en temps, c'est difficile à voir, comme je vous le montrais. Et là, vous voyez ce patient qui avait une sténose mitrale et on se demandait d'où ça venait. Et en fait, si on regarde attentivement, eh bien, on voit les deux petites spicules du côté atrial qui correspondent à l'anneau à l'intérieur, enfin complètement collé au feuillet, que le chirurgien a enlevé, détaché, rendu ainsi sa mobilité à la valve, enlevé l'obstacle et restauré de la mobilité pour qu'il y ait moins de fuite. Donc, on a vu les anomalies des feuillets, maintenant les anomalies de l'appareil sous-valvulaire. Les anomalies de l'appareil sous-valvulaire, c'est parachute essentiellement, arcade, hamac, c'est plus difficile à comprendre, je vais essayer de vous les montrer, et puis le straddling, on l'a déjà vu. Donc, je vous rappelle l'anatomie des piliers et des cordages, primaire, secondaire, tertiaire, projetés sur les bords libres des feuillets ou sur les commissures. Et voilà ici ce qu'on appelle un parachute. Théoriquement, l'écartement des deux piliers est assez important, et vous regarderez ça sur des échographies. Il est souvent rapproché dans les canaux atrioventriculaires, et dans les parachutes, les piliers sont fusionnés, voire il n'y a qu'un seul pilier. Et ça va donner donc cet aspect-là. Ici, vous voyez que les deux piliers ont une disposition assez apicale, ils sont collés dans leur partie médiane, et donc les deux feuillets mitraux se projettent sur un seul pilier, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, et ce qui va donner cet aspect qu'on appelle en parachute mitral, avec un petit trou au milieu, comme vous le voyez là, qui est le centre du parachute, avec donc les sustantes du parachute, qui sont les cordages mitraux. Quand on regarde en petit axe, on voit ici que l'ouverture se fait sur un seul pilier. Il n'y a pas d'autre orifice ici, et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre pilier mitral. Donc ici, une ouverture uniquement sur le pilier postéromédial. Voilà à nouveau à quoi ça ressemble. Une ouverture sur le pilier postéromédial et pas d'ouverture sur le pilier qui est ici présent, mais qui est rudimentaire. Et puis, quand on regarde dans l'onde axe, on voit aussi, c'est une coupe plutôt longitudinale, on voit ici que les deux piliers sont fusionnés. D'ailleurs, il y a des cordages qui sont assez courts, avec un aspect d'entonnoir à l'intérieur. Sur la pièce anatomique, à nouveau, voilà l'aspect de parachute. Donc, il n'y a qu'un seul gros pilier. Donc là, les cordages ont été coupés. Et vous voyez ici, donc c'est comme s'il y avait les sustantes du parachute. Et ici, le petit bonhomme qui fait du parachute, c'est le pilier unique. Voilà à nouveau cette image, qui est une image assez caractéristique du parachute mitral. Les deux piliers attachés, fusionnés, et les sustantes longues avant les feuillets. Quand on fait du Doppler, on va retrouver dans le parachute un aspect, je dirais, d'obstacle qui est en forme d'entonnoir. Il y en a certains d'ailleurs qui distinguent l'entonnoir mitral
du parachute mitral, mais en gros, ça correspond à peu près à la même chose sur le plan anatomique. Arcade et hamac, c'est un peu plus difficile. En fait, c'est des patients qui n'ont pas de cordage ou qui ont des cordages extrêmement courts, ce qui fait que les feuillets sont attachés soit directement sur une bande musculaire, soit de façon très courte avec des cordages extrêmement courts, comme vous voyez sur le schéma. Donc, je vais vous montrer des images. Donc, ça, c'était le hamac avant. Et voici l'arcade. L'arcade, c'est quand il y a une bande musculaire qui est ici très proche des feuillets, qui rejoint le pilier postéromédial et le pilier antérolatéral. Donc voilà un aspect de hamac. Vous voyez ici, enfin on voit mal les deux feuillets. D'ailleurs, le feuillet postérieur est quasiment immobile et le feuillet antérieur est là. Et on voit il y a une sorte de masse musculaire. On ne voit pas du tout de cordage et ça donne généralement des fuites très importantes. Donc c'est un aspect en hamac parce que vu par-dessus, je vais essayer de vous le montrer sur la pièce anatomique. Enfin, Lucille va essayer de vous le montrer. Et voilà la fuite donc du hamac. Quand on regarde en petit axe, je suis désolé, mais la qualité des images n'est pas extraordinaire. Là. En fait, on voit quasiment pas les piliers, on voit une sorte de masse musculaire avec un petit peu de mobilité et on ne peut pas décrire correctement l'appareil sous-valvulaire. C'est ça qui fait faire le diagnostic de hamac. Et en longitudinal, c'est souvent assez caractéristique. On a un aspect qui ressemble à un rétrécissement mitral rhumatismal, pour ceux qui connaissent cette anatomie-là. Et on voit ici un aspect qui a l'air d'être très remanié, mais qui correspond en fait à l'absence de cordage, comme s'ils étaient fusionnés dans un RM rhumatismal. Voilà à nouveau cette image donc, de hamac avec cette masse musculaire qui correspond à un appareil sous-valvulaire qui n'est pas différencié, comme s'il y avait un arrêt au cours du développement embryonnaire, avec ici cette fuite qui est souvent massive, et c'est des vagues qui sont très difficiles à réparer, surtout quand ça touche les tout petits. Voilà à quoi ça ressemble. Donc souvent, c'est associé à des petits ventricules gauches, c'est ce qu'on vous montre ici. Le sillon interventriculaire antérieur est déplacé vers la gauche, le ventricule gauche est petit, et on voit ici donc cette masse musculaire, donc là c'est la valve aortique, et puis cette masse musculaire qu'elle va vous montrer là, donc le ventricule gauche avec donc cette paroi lisse, et puis ensuite les énormes piliers, les cordages très courts, et avec donc une valve qui est comme si elle était directement attachée sur le pilier lui-même, ou en tout cas avec des cordages qui sont très limités en longueur. Si on avance, je pense qu'on va voir de l'autre côté. Voilà, donc quand on ouvre l'oreillette gauche, voilà, donc on va regarder, et vous allez voir qu'elle va pousser la valve, voilà, et donc en poussant la valve, on a du mal à trouver un orifice d'ouverture. Et donc, c'est comme si c'était un hamac dans lequel on va s'allonger. Voilà. Et on le cherche, elle cherche, mais on ne voit pas très bien où le sang passe entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche dans ce hamac. Voilà une arcade, donc ici avec cette bande musculaire. Donc, on la voit un petit peu ici sur cette coupe, mais je pense qu'on la verra mieux après. Voilà donc une arcade. C'est une anomalie assez proche. On voit une bande musculaire ici qui rejoint les deux piliers. Et donc, on la voit ici aussi au milieu. Et voilà, je vous ai mis en surimpression l'aspect d'arcade. Et donc là, on voit mieux. C'est des nouveau-nés. C'est souvent plus facile de voir les arcades. Donc ici, les deux piliers. Et si vous regardez attentivement celui-là, vous allez voir donc cette image d'arcade que j'ai mise à gauche, ici, entre les deux piliers mitraux. Donc ça, je vous l'ai montré en live. Juste une arcade vue en coupe anatomique. Donc toujours le ventricule gauche. Et vous voyez ici donc une anomalie d'un pilier comme un faux tendon. Et puis vous voyez cette bande musculaire, voilà, qui fait se rejoindre les deux piliers de façon tout à fait anormale. Et donc ça ressemble à ce que je vous disais, c'est un arrêt du développement embryonnaire, et je ne reviens pas là-dessus. Des anomalies sont parfois difficiles à décrire, et je vous montre ici un patient voilà, qui a des anomalies de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire, puisqu'il n'y a pas de cordage, il n'y a pas de coaptation, et les feuillets sont extrêmement courts, bien sûr avec une fuite massive. Donc on peut avoir des associations. À nouveau, ce type de patient, on appelle ça souvent syndrome fusion pilier-commissure, comme si les piliers étaient attachés sur les commissures. C'est des anomalies très proches de hamac et arcade. Donc là, à nouveau, on voit dans cette coupe un petit peu atypique
les piliers qui sont attachés directement sur les feuillets valvulaires sans cordage. Voilà à nouveau ici des anomalies de l'appareil sous-valvulaire avec une sorte de pilier accessoire qui va du septum au feuillet antérieur, ce qui est totalement pathologique bien sûr, un aspect de prolapsus du feuillet antérieur, puis en plus des cordages qui sont allongés sur les autres parties des attaches, donc des anomalies qui peuvent être plurielles et qui peuvent donner des fuites ou des sténoses de la valve mitrale qui peuvent être plus ou moins réparables. C'est le même patient qui fuit. On peut avoir aussi des anomalies de l'appareil sous-valvulaire qui concernent les piliers eux-mêmes, mais qui ont peu de relation avec les valves, ce qu'on appelle les faux tendons du ventricule gauche ou les piliers mitro-accessoires, et qui peuvent créer des problèmes. Ici, un pilier qui s'insère dans la chambre de chasse, qui peut être à l'origine du développement d'une sténose sous-valvulaire aortique. Et puis à gauche, on l'a raté, mais ce n'est pas grave, c'était un faux tendon du milieu du végé. Juste pour les citer, des anomalies très rares comme ce qu'on appelle le mitral blood cyst, c'est-à-dire des aspects de soufflure de la valve mitrale qui contiennent généralement du sang, qui sont des sortes d'anévrismes des feuillets mitraux, mais qui peuvent aussi se voir dans l'appareil sous-valvulaire. Donc, c'est des patients qui sont très rares, donc c'est des images que vous verrez rarement, mais il ne faut pas être surpris, c'est totalement bénin et surtout, il ne faut rien faire. Brièvement, pour finir, les anomalies de la valve mitrale dans les cardiopathies congénitales. Donc, il y a l'insuffisance mitrale ischémique de l'ALCAPA. Donc ça, je pense que vous avez dû le voir dans le cours sur coronaire, où vous aurez des cours sur coronaire pour le montrer. On voit très bien ici cet aspect ischémique avec les piliers mitraux dont la vascularisation est terminale, qui ont un aspect fibreux, hyperéchogène, et qui peut donner soit des restrictions, soit des prolapsus, et des fuites ischémiques, comme on le voit chez l'adulte dans l'infarctus. Et voilà ce qu'on voit ici, donc cet aspect d'ischémie avec une immobilité du feuillet postérieur que vous voyez, et puis une régurgitation par prolapsus du feuillet antérieur qui est lié à la restriction de la petite valve ou du feuillet postérieur. Des anomalies de la valve mitrale dans des cardiopathies complexes, donc je n'ai pas mis double discordance, criss-cross, et là je vous ai mis parce que c'est rare une atrésie tricuspide avec un straddling mitral, donc atrésie de la valve tricuspide et la valve mitrale est insérée dans les deux ventricules, comme vous pouvez le voir ici. Des modifications de la valve mitrale liées à des anomalies des retours veineux systémiques, avec ici un énorme sinus coronaire qui reçoit tout le retour veineux systémique puisqu'il y avait un retour azygos, enfin hémiazygos et un tronc veineux innominé en position de situs inversus. Et donc on voit ici que ça soulève la valve mitrale, donc des anomalies qui sont classiques. Ça pourrait être un sinus coronaire dilaté par une veine cave supérieure gauche également. Et puis des anomalies acquises, là encore pour en parler rapidement. Les insuffisances mitrales fonctionnelles des cardiomyopathies. Vous voyez ici une cardiomyopathie dilatée hypokinétique chez un enfant qui avait eu une fermeture de communication interauriculaire quelques années avant, avec une fuite des deux valves auriculo-ventriculaires sur des ventricules très hypokinétiques et dilatés. Des fuites fonctionnelles qu'on va voir par exemple dans les cardiomyopathies hypertrophiques qui sont liées au mécanisme d'aspiration du feuillet antérieur de la valve mitrale dans les cardiopathies obstructives, les CMH obstructives, avec un SAM qui va donc aspirer le feuillet mitral et créer une fuite mitrale fonctionnelle. Et donc ça, c'est les images typiques qui souvent imposent de lever l'obstruction. Des lésions acquises à type d'endocardite, et vous connaissez ou vous aurez un cours, vous avez déjà eu un cours sur les différentes localisations d'endocardite. Donc là, je vous montre juste une endocardite infectieuse, généralement en plein feuillet, et intéressant aussi l'appareil sous-valvulaire, localisé du côté ventriculaire de la valve, avec ici une endocardite qui peut aussi donner non seulement des lésions, comme je vous l'ai montré, avec une grosse végétation, mais des lésions de perforation, avec ici en échographie transœsophagienne, une perforation du feuillet antérieur. Ici, une endocardite rhumatismale, donc qui touche le bord libre de la valve, avec souvent on ne voit pas vraiment d'aspect de végétation, mais il peut y avoir des nodules et des fusions dans l'appareil sous-valvulaire, comme vous pouvez le voir ici sur ce RM rhumatismal. Les dysplasies valvulaires, donc on en a déjà parlé, on a vu Marfan, et puis je pense que je vous ai montré un malade qui avait une filamina, mais on peut avoir aussi des anomalies valvulaires dans des contre-types des maladies de Marfan qu'on appelle des dysplasies acroméliques, hein, qui comprennent les dysplasies géléophysiques. Vous avez un exemple à droite, le syndrome de Mir, la dysplasie acromicrique et le syndrome de Weimar-Chiesiani.
Et donc, c'est des patients qui, dans les hôpitaux pédiatriques, vont être suivis essentiellement pour des nanismes atypiques. Et vous pouvez aider au diagnostic en montrant que ces patients ont des sténoses et fuites, essentiellement de la valve mitrale et de la valve tricuspide, parfois de la valve aortique, qui sont souvent dégénératives et évolutives et qui grèvent le pronostic de ces enfants qui ont des mutations de la fibrilline 1 ou des mutations aussi d'autres gènes plus spécifiques, LTBP3 ou ADAMTSL2 pour les géléophysiques, qui sont des contre-types de la maladie de Marfan. Donc dans la voie du TGF-bêta également. Et puis plus exceptionnellement et plus récemment décrites, des endocardites qui intéressent surtout l'appareil sous-valvulaire, qu'on peut voir dans certaines maladies dites systémiques, qui se voient surtout dans ce qu'on appelle aujourd'hui les interférompathies, et qui est un sujet en plein développement, qui fait partie des maladies systémiques auto-inflammatoires qu'on voit de plus en plus chez les enfants. Et je termine avec deux valves mitrales réparées, un anneau mitral de type Carpentier-Edwards, ici qui a évolué chez un adolescent qui avait eu cette opération pendant qu'il était petit, donc avec une sténose qui est apparue. Et donc vous voyez ici les bords de l'anneau, hein, comme vous pouvez le voir ici sur la vue chirurgicale. Une plastique de type Alfieri, donc une plastique de type Alfieri, c'est pour vous montrer cette image où on va ici, comme dans un mitral clip chez l'adulte, créer deux orifices pour limiter la régurgitation. Vous voyez cet aspect ici en papillon, en nœud papillon, je devrais dire, avec deux orifices pour la valve mitrale réparée. Et puis les prothèses mitrales, et vous savez que quand on met des prothèses mitrales chez les tout petits, on n'a souvent pas la place de les mettre dans l'anneau parce que l'anneau est hypoplasique, puisque c'est souvent des cardiopathies obstructives du cœur gauche qui doivent être réparées avec des prothèses, et on doit les mettre en position atriale. C'est pour ça que je vous ai montré ces deux images ici avec des prothèses à double ailette positionnées dans l'oreillette gauche chez ces deux patients, c'est-à-dire à distance de l'anneau qui est tracé par les pointillés violets. Et puis je termine avec cette image rigolote. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on a appelé ça, c'est Violaine Lapara, qui travaille maintenant à La Réunion, qui avait appelé ça la Ghost Mitral. Et donc, c'est un vrai patient, hein, ce n'est pas un trucage. Et donc, une image amusante. Voilà, je réponds à vos questions. Si vous en avez, et j'espère que j'ai été à peu près dans les temps, on a encore une quinzaine de minutes si vous voulez me poser des questions. Donc, le cours est enregistré, ça c'est vrai. Eh ben, je vous laisse prendre la parole si vous voulez ou faire sur le chat comme vous le sentez. Si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous pourriez réexpliquer la direction du jet dans les régurgitations, s'il vous plaît, en fonction de où est le défaut? Si on a un prolapsus de la valve antérieure, en fait, la valve antérieure va passer derrière la valve postérieure. Et à ce moment-là, le jet va se faire donc, le long de la valve postérieure. Donc, il va aller vers la paroi postérieure de l'oreillette gauche. À l'inverse, si c'est le feuillet postérieur qui passe derrière le feuillet antérieur, à ce moment-là, le jet va être dirigé vers le septum interauriculaire. OK? Oui, merci. Ça va ou pas? Et après, s'il y a un prolapsus des deux feuillets, par exemple, et qu'il n'y a pas d'affrontement des différents segments du feuillet antérieur et du feuillet postérieur, ben, la fuite peut se faire sur toute la hauteur de la valve. Donc, on peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs jets et éventuellement même des jets commissuraux, puisque comme physiologiquement, les fuites vont dilater l'anneau, puisqu'elles vont dilater à la fois l'oreillette et le ventricule, et ben, on peut avoir associé au mécanisme de prolapsus un mécanisme d'insuffisance mitrale fonctionnelle. Donc, ce qui va être important en fait, ce qui est important quand on va analyser la valve mitrale, mais je pense que c'est un peu au-delà de ce que cet enseignement propose, c'est de prévoir avec le chirurgien, puisqu'il faut regarder ces patients avec le chirurgien, la stratégie de plastie. Et donc, la stratégie de plastie, c'est difficile, on peut l'improviser au bloc opératoire, mais au bloc opératoire, le chirurgien ne voit pas bien l'appareil sous-valvulaire. Et il y a certaines choses qui doivent être prévues à l'avance. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si on va pouvoir faire une plastie avec le tissu mitral qui est déjà présent,
Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de tissus, comme c'est dans les prolapsus, souvent les plasties sont faisables, puisque même si on réduit la taille de l'anneau mitral natif avec un anneau prothétique ou un anneau fabriqué par le chirurgien, et qu'on raccourcit les cordages et éventuellement qu'on enlève des morceaux de tissu, on va avoir une valve mitrale qui va avoir suffisamment d'ampleur pour être compétente. À l'inverse, si le tissu mitral est petit en taille, vous allez être obligé de réparer la valve en augmentant sa surface, donc en rajoutant du tissu. Et si vous rajoutez du tissu, ben chez les enfants, ce tissu qui n'est pas vivant peut dégénérer. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir besoin de les reprendre plus tard. C'est pour ça qu'il y a des discussions il va y avoir des discussions stratégiques entre plastie et remplacement en fonction de ce qu'on voit en échographie, en fonction de l'âge de l'enfant. Je ne sais pas comment ça marche, le truc. Ah oui, c'est là. Je vais défiler comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, les anomalies de la valve mitrale, juste pour, et c'est vrai pour les anomalies de la valve tricuspide, c'est moins vrai. Hein. Aujourd'hui, j'ai une grosse consultation le lundi. J'ai vu une trentaine d'enfants avec des cardiopathies et j'ai compté, j'en ai vu 14 qui avaient des variations anatomiques de la valve mitrale. Donc, c'est souvent anecdotique, hein, comme les anomalies de la valve aortique. Hein. Le fait d'avoir une bicuspidie, c'est pas vraiment une maladie. Hein. On va suivre les enfants, mais généralement, il ne se passe pas grand-chose. Mais les anomalies des valves sont des anomalies, en tout cas des valves du cœur gauche, sont des anomalies très prévalentes dans beaucoup de cardiopathies congénitales. Même si isolément, elles sont rares. Enfin, quand on est constaté de façon isolée, elles sont rares. Il y a quand même des structures qu'il faut savoir regarder puisque leurs anomalies sont fréquentes dans d'autres cardiopathies congénitales et posent des problèmes stratégiques. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, on va aller voir Roland Garros. Hein. On s'arrête là? Ok.